C'est en 1993 qu'on entend pour la première fois parler du mot d'harcèlement moral. C'est avec Heinz Lehmann, un psychologue allemand, qui publie en 1993 son ouvrage « Mobbing, la persécution au travail ». Ce mot « mobbing » nous vient du verbe « to mob » en anglais, qui veut dire en français « molester, malmener ». Ce mot, utilisé pour décrire la violence psychologique, est aussi appelé harcèlement moral en français, harcèlement psychologique au Québec ou encore power harassment au Japon. Le phénomène n'a pas de frontières, mais il a un point commun. Il détruit lentement, mais sûrement. La violence psychologique est un poison invisible. Elle ne s'exprime pas seulement par des mots, mais aussi par des silences, des regards, des exclusions. Elle passe aussi par des stratégies de domination, disqualifier, isoler, faire douter, inverser la culpabilité. Pour cela, nous avons rencontré deux spécialistes pour en parler. Arnaud Valin, enseignant, consultant et formateur, ainsi que chef de projet dans plusieurs entreprises dans le canton de Genève, et Alexandre Perrault, enseignant, fondateur de Alessante et conseiller de gestion de PME. Sans doute un peu de tout le monde, mais je pense que c'est plutôt des situations qui font la violence psychologique. Des gens qui se retrouvent acculés, puis dont leur seul moyen de se battre, c'est cette violence psychologique. J'arriverais presque à dire que peut-être c'est même plus l'éducation de base et tous les outils qu'on donne aux enfants quand ils sont plus jeunes et les retenues qu'on leur dit de faire, c'est-à-dire de ne pas exploser à longueur de journée, qui sont peut-être le plus important. Le reste est très situationnel. C'est-à-dire que ce soit le gouvernement, parce que d'un coup le gouvernement fait une loi qui énerve certaines personnes et puis qui leur fait péter les plombs, n'importe quoi. Mais là on est dans des situations. La base, je pense que c'est plus une question de façon de penser, d'éducation. Et si certaines formes de violence psychologique étaient plus subtiles que ça? Par exemple, l'infobésité, souvent négligée, peut-elle devenir un levier de pression mentale au sein des entreprises? Le problème actuel du fait d'avoir beaucoup trop de quantité d'informations, c'est si on ne donne pas les moyens aux employés notamment de savoir comment la gérer. Mais par exemple, mettre une personne en face de cette quantité d'informations sans lui donner soit la méthode, soit le moyen, soit pour apprendre à la gérer correctement, ça potentiellement ça peut être un souci. Moi je travaille beaucoup dans une entreprise qui s'appelle Alessante où on aide les entrepreneurs à gérer en fait les connaissances de leur structure. C'est sûr que si vous avez mis tout un tas de choses importantes de connaissances dans un serveur mais que c'est pas classifié correctement, et que vous dites juste à un employé va me chercher quelque chose, là vous le mettez potentiellement en situation délicate. Et s'il n'arrive pas à le faire, à trouver la bonne information, ça peut être une situation de mise en difficulté qui peut créer une violence psychologique. C'est pas tant l'information en elle-même ou la quantité d'information qui est problématique, plutôt à quel point les personnes sont dans des conditions qui leur permettent de vraiment pouvoir les utiliser, les exploiter, les trouver, les identifier. Et au-delà des responsabilités visibles, une autre question se pose. Notre société serait-elle pas en train de banaliser certaines formes de violence, comme la manipulation, au point de ne plus la reconnaître comme une menace? Il y a des choses qui sont considérées comme normales. Par exemple, si vous considérez que le marketing ou la publicité, c'est une sorte de manipulation, parce qu'on essaie de faire en sorte que vous achetiez un produit. Ça fait partie des manipulations qui sont tolérées, qui sont considérées comme normales. De changer les comportements des gens, de les inciter à faire quelque chose, peut être considéré comme totalement anormal dans un autre contexte. Donc ce qui est intéressant sociologiquement, c'est toujours de resituer ce qu'on va appeler une manipulation dans un contexte particulier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en France voisine, quand les législateurs ont essayé de légiférer sur le crime de manipulation, en tout cas essayer de légiférer pour que la manipulation soit considérée comme un acte qui ne soit pas légal, ils n'y sont pas arrivés. Alors eux, ils raisonnaient par rapport aux sectes, et donc à la capacité de manipuler les gens pour les faire rentrer dans un groupe, les faire adhérer. Donc c'était ça qui a fait qu'ils ont voulu créer en fait un préjudice de manipulation, mais en fait ils n'y sont pas arrivés parce qu'en réalité la manipulation elle existe concrètement, elle est acceptée dans pas mal de domaines, et donc on ne peut pas en faire un acte illégal.